Bon, on va mettre le téléphone en mode avion, ce sera plus pratique. J'espère ne pas recevoir d'appels importants. Tiens, c'est amusant, si vous regardez soigneusement ici, vous voyez le reflet du trépied de la caméra. Bonjour, c'est Emily Blake et aujourd'hui nous allons parler d'adaptation cinématographique. Depuis des années, la majorité des films qu'on voit au cinéma sont des adaptations. D'ailleurs, ça a toujours plus ou moins été le cas. En effet, la grande vague des adaptations de livres en film ne date pas d'aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, on a beaucoup de livres adaptés en film, mais ça a toujours été le cas en fait. Beaucoup de grands films étaient des adaptations de livres. Un petit peu plus vieux dans le passé, oui, déjà la trilogie des Seigneurs des Anneaux qui sont des chefs-d'œuvre incontournables. Il y a aussi Jurassic Park par exemple, qui est une adaptation également. Mais encore plus loin dans le passé, il y a Psycho de Hitchcock, qui est une adaptation d'un livre de Robert Bloch, ou Bloch, je ne sais pas comment ça se prononce. Nous avons même eu des adaptations de récits bibliques. Même si je dois avouer que je préfère la version animée de DreamWorks. Mais en tout cas, il est indéniable que l'adaptation cinématographique de livres occupe une place importante dans l'histoire du cinéma. Que ces adaptations aient été fidèles au livre ou pas. Mais maintenant, on est un petit peu habitué à entendre les gens dire alors oui, mais c'était mieux dans le livre. En plus, le film il est pas fidèle au bouquin. Il y a des trucs qui manquent. Forcément, quand on adapte un livre, on retire des trucs dedans. Un film ne peut pas contenir tout ce qui est dans un livre. Un film maintenant ça dure en moyenne 2 heures. Si on met tout ce qu'il y a dans le bouquin, forcément le film durerait trop longtemps. Et tout simplement dans un bouquin, il y a des scènes qui ne passent pas dans un film. Des scènes qui fonctionnent sur le papier, à l'écrit ou avec des bandes dessinées, mais ce sont des scènes qui ne fonctionneraient pas sur l'écran avec de vrais acteurs. Bon, oui, par contre, je concède que c'est plutôt bizarre que le livre le plus gros de la saga Harry Potter donne le film le plus court de la saga cinématographique. Oui, là, c'est du foutage de gueule, hein, mais bon. Même si, contrairement à beaucoup de fans d'Harry Potter, j'ai quand même aimé le film. Surtout à cause de cette p***. Attendez, est-ce que je viens de me faire censurer là? Alors oui, je parle d'adaptation de livres, mais je parle également d'adaptation de manga, de comics, de jeux vidéo, de tout ce qui peut être adapté en film. Faire un film et écrire un livre, ce n'est pas la même chose. C'est un moyen différent de s'exprimer, c'est un moyen différent de raconter une histoire. Ce sont des codes différents, ça demande un autre langage, un autre vocabulaire, ça demande une adaptation. Et oui, parfois les réalisateurs modifient volontairement des éléments de l'œuvre originale. Tiens, prenez le 3e Harry Potter. Je prends celui-là parce que c'est celui dont je parlais principalement dans ma théorie du Blake qui est sorti logiquement le 6 juin à 14 h. Pour l'adapter en film, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de rajouts de la part de Alfonso Cuarón, le réalisateur également de Gravity. Par exemple, quand Harry voit le nom de Peter Pettigrew dans la carte du maraudeur, cette scène n'existe pas dans le livre. Harry se trouve bel et bien hors des dortoirs dans le livre, mais pour une autre raison. Et c'est Lupin qui voit le nom de Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur, pas Harry. Quant à l'éclair de feu, le balai qu'Harry reçoit à la fin du film, et qu'on devine que c'est Sirius Black, son parrain, qui le lui a offert, dans le livre, Harry reçoit son balai à Noël, pas à la fin de l'année. Et il se le fait confisquer à cause d'Hermione, enfin. Et que lors du match de Quidditch, Harry voit la forme du chien dans les nuages dans le film, alors que dans le bouquin, il voit le chien au-dessus des gradins. C'est des petits détails, mais qui donnent une sorte de poésie à l'image dans le film, en fait. Et en matière de scène poétique, j'ai envie de parler d'une autre scène dans Harry Potter 3. Celle où Harry vole pour la première fois sur le dos de Buck. Cette scène est magnifique, visuellement déjà, mais surtout cette musique. Mais cette scène n'est tout simplement pas du tout fidèle à celle du bouquin. Premièrement, Harry vole au-dessus de l'enclos, où se trouvent d'ailleurs plusieurs hippogriffes, enfin pas un seul. Mais oui, il vole au-dessus de l'enclos, il ne va pas voler loin, voler très loin. Mais oui, le fait qu'il n'y ait que Buck dans le film, j'imagine que c'est notamment parce que gérer un seul hippogriffe était déjà une galère sur le tournage, alors j'imagine même pas s'ils en avaient fait plusieurs. Mais surtout, Harry a détesté le fait de voler sur Buck. Déjà, il ne savait même pas comment s'accrocher à Buck pour ne pas tomber. Et notamment, il préfère largement voler sur son balai. Alors que dans le film, Harry s'éclate comme jamais. Un autre exemple sympa par rapport à Spider-Man. Dans le premier film sorti en 2002 et dans toute la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, celui-ci a décidé de faire en sorte que les toiles d'araignée sortent directement du bras de Spider-Man. Enfin, l'idée de Sam Raimi, c'était plutôt celle de James Cameron qui devait le réaliser à la base, mais Sam Raimi a gardé le concept des toiles qui sortent directement des bras. Alors que dans les comics et dans les films Amazing Spider-Man, Peter utilise des lanceurs de toiles. Comme j'ai dit plus tôt, faire un film et écrire un roman, ce n'est pas du tout la même chose. En lisant un roman, on peut lire les pensées des personnages. On y décrit ses émotions, ce qui soudainement lui passe par la tête. Les choses que le personnage avait envie de faire, mais qu'il ne fait pas. Dans un film, à moins de prendre le parti pris de faire entendre les pensées des personnages, de rajouter une voix off, ce n'est pas la même chose. En plus, au cinéma, on va essayer de faire passer le plus de choses par l'image. Donc,
Et puis je parle principalement du fait que les films ne sont pas fidèles au bouquin, mais il arrive aussi que les films soient trop fidèles au bouquin. Et c'est là que je vais parler du premier film Harry Potter, parce que oui, il y a des gens qui se plaignent du fait que ce soit un copier-coller du bouquin. Faut savoir ce que vous voulez, les gens. Le film s'éloigne trop du bouquin et oh là là, gna gna gna, le film est pas fidèle. Et là, le film, il est trop fidèle au bouquin et à ce moment-là, oui, mais le film, c'est un copier-coller du bouquin. Le réal, il a pris aucun risque, quoi. Non, mais gna 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 gna. Vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles, les gens comme ça. Vous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles. Je vous invite donc à fermer vos ou je vais venir personnellement chez vous, vous donner une salade de phalange dans la gueule. Cordialement. Blake. Je vous signale d'ailleurs qu'un film qui est fidèle à l'œuvre originale, ce n'est pas un gage de qualité. Ça n'est pas un gage de qualité de Fraulein. Ah mais vraiment pas. Vraiment pas. Un film fidèle peut être nul. Et un film infidèle mais qui prend des libertés peut être génial. J'ai dit dans une vidéo précédente que je n'aimais pas Kubrick. Et c'est toujours autant le cas. Et je ne mâche pas mes mots. Je déteste vraiment en fait. Je n'arrive pas à rentrer dans son univers. Je n'adhère pas. Totalement, je n'y arrive pas, c'est pas mon truc, ça m'ennuie, ça me met mal à l'aise. Mais j'ai beaucoup aimé Shining. Alors je le prends comme exemple. Et là je vois que je n'ai rien écrit par rapport à Shining. Alors là ce sera une totale improvisation. Le livre Shining de Shining. Le livre Shining de Shining que j'allais dire. Le livre Shining de Stephen King et le film Shining de Stanley Kubrick ne sont pas pareils. En fait Kubrick a pris des libertés par rapport au bagage original qui a été écrit par Stephen King. Et ça, Stephen King n'a pas du tout aimé. D'ailleurs le fait que la quatrième de couverture de ce livre là ce soit une image du film, ça doit pas du tout faire plaisir à Stephen King. Mais je ne pourrais pas vous dire la différence entre le livre et le film parce que j'ai le bouquin, mais je ne l'ai jamais lu. Faudrait que je le lise, un de ces quatre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Stephen King n'a pas aimé le film parce que le film s'éloignait trop de son livre. Et c'est pour ça qu'il a créé un téléfilm qui, lui, est fidèle au bouquin. Sauf que le film qui est fidèle à son bouquin est considéré comme une merde. Cette année, enfin l'année dernière, le film que j'ai le moins aimé, en fait, je pourrais même dire le film que j'ai le plus détesté, c'est Suicide Squad ou Suicide Squad. Quand le film est sorti, j'ai pas compris ce que je ressentais à la fin du film. J'ai pas compris. Sur Facebook, j'avais dit, je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, mais ça j'ai dit ça seulement pour ne pas empêcher les gens d'aller voir le film pour qu'ils se fassent leur propre avis. Une fois que le film n'était plus en salle, j'ai dévoilé le fait que j'ai détesté, putain. Pour moi, ce film n'est pas un film. Après, ce n'est que mon avis personnel. Personnellement, je connais plein de gens qui ont aimé, voire adoré Suicide Squad. Par contre, l'argument principalement cité pour dire que le film est bien, c'est qu'il est fidèle aux comics. Alors, je m'y connais assez peu sur les DC Comics, parce que je suis plutôt du côté Marvel. Vu ce qu'on m'a raconté sur la relation entre Harley Quinn et le Joker et les autres personnages du film, le film n'est pas du tout fidèle et n'a même pas du tout compris ses personnages. Enfin, un film c'est toujours un bon sujet à débattre. Et c'est l'exemple qui me vient précisément en tête parce qu'il arrive souvent que quand je dis que je n'ai pas aimé Suicide Squad, on me dit « Ah oui, mais pourtant il est fidèle aux comics ». Arrêtez, je vais vous taper, arrêtez. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pas parce qu'un film est fidèle au bagage original que ça fait de lui un bon film. Ça peut faire de lui un fan service, mais sinon ça fait pas forcément de lui un bon film. Et d'ailleurs l'adaptation de comics est assez intéressante à analyser parce que quand tu adaptes un comics en film, tu n'adaptes pas des événements vraiment particuliers en film. Tu prends les personnages, la personnalité, tu prends des thèmes qui sont présents dans le comics, mais tu crées l'histoire qui se déroule dans le film. C'est ça le principe de l'adaptation après tout. Ce n'est pas forcément respecter les événements qui sont présents dans l'œuvre originale, c'est respecter l'âme de l'œuvre originale. Et là j'ai parlé d'adaptation de comics et de bouquins, mais on n'a pas parlé d'adaptation de manga, parce que c'est assez connu que les mangas ont une mauvaise réputation en termes d'adaptation cinématographique. Il n'y a qu'à voir l'adaptation de Dragon Ball, il n'y a qu'à voir l'adaptation de Shingeki no Kyojin. Les adaptations de manga en film ont vraiment une mauvaise réputation. Pourtant, il y en a des géniaux comme le film Speed Racers des frères Wachowski, enfin maintenant les sœurs Wachowski. Il y a aussi la trilogie de Kenshin le Survivant que j'ai adoré en film. Et il y a un manga personnellement que j'ai toujours rêvé d'adapter en film, qui se trouve juste là. Fullmetal Alchemist, juste pour dire que c'est mon manga préféré et que j'ai toujours eu envie d'adapter en film. Sauf que les japonais l'ont fait. On verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne. J'espère que ce sera bien parce que, bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et là, je vais retirer mes lunettes 3D. Et j'en profite pour vous présenter deux nouvelles playlists qui vont arriver sur ma chaîne. Enfin, qui sont même déjà arrivées parce qu'il y a déjà une théorie du Blake qui est sortie. Donc justement, les théories du Blake, elles qui parleront de théories en ce qui concerne les films, les mangas, les comics, les jeux vidéo, qui parleront de théories que j'aurais soit trouvées sur internet et qui sont peu connues, soit des théories que moi-même j'aurais inventées. Il y en a une qui va arriver sur Walking Dead,
ne la ratez pas. Et la Blake Zone où je parlerai justement d'adaptation. Et cette vidéo est faite pour introduire principalement cette playlist là. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous aimerez ces nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, celle sur le retour de Voldemort n'est pas encore sortie puisqu'on n'est pas encore le 6 juin. Donc dans 2 jours, je saurai si mes théories du Blake vous plaisent ou pas. J'espère personnellement que vous aimerez parce que ce sont les vidéos que je suis le plus motivé à faire actuellement. Il y a aussi des let's play qui vont arriver sur la chaîne. Il y en a déjà un qui a été mis en ligne normalement. Ce sera des petits moments où je joue à des jeux vidéo, soit je parlerai de certains jeux vidéo que j'ai, soit je présenterai quelques jeux vidéo, soit ce sera des moments où je joue à un jeu vidéo et je parle de sujets au hasard, soit ce sera des vidéos où je joue à un jeu vidéo où je parle de choses genre ma vie, des trucs genre pourquoi j'ai mis 1 an à sortir à nouveau des vidéos, c'est prévu puisqu'il y a déjà un espèce sur Star Wars qui a été fait, qui arrivera sur la chaîne également où je parle de ça, vous la verrez j'espère. Mais enfin voilà, allez tchuss. You're trying to take me, you're trying